webinaire est enregistré. Donc, merci à Coralie, ma collègue à la CRES Occitanie, d'assurer la technique. Donc, bienvenue dans ce webinaire développement des projets dans le domaine des 3R, donc réemploi, réparation, réutilisation. Je laisse Prisca inaugurer ce webinaire. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, on se présente rapidement. Nous sommes 3 à s'occuper de l'organisation de ce webinaire aujourd'hui. Je peux mettre la slide suivante. Merci. Donc, vous avez Louise Barrault qui vous a dit une bonne introduction, qui travaille pour la CRES, Perrine Colombé-Régis de l'ADEME, qui prendra la parole tout à l'heure, et donc Prisca Giraudot de la région Occitanie. Je suis chargée de projet déchets et économie circulaire. Donc, les petites règles du jeu que maintenant tout le monde connaît bien, mais on vous les rappelle quand même. Merci de couper vos micros quand vous n'intervenez pas, ainsi que de couper votre caméra afin qu'il y ait un meilleur flux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat qui est à votre disposition et à faire des propositions constructives avec, dans les règles de l'intelligence collective, à savoir écouter avec attention, écouter avec attention, parler avec intention, être bienveillant, faire confiance et respecter le cadre. Alors, très rapidement, un petit retour sur pourquoi est-ce qu'on se réunit aujourd'hui. Donc, on a travaillé depuis plusieurs mois sur la question des 3 R. Suite à ces différents questionnaires qui ont été réalisés, dont on reparlera tout à l'heure, on a créé une communauté sur le sujet de monter et faire vivre un projet 3 R, à la fois sur les volets techniques et économiques. Donc, cette communauté est accessible sur Cyclope, sur la plateforme des acteurs de l'économie circulaire en région. Et on a déjà fait un premier webinaire au mois de mai, je crois, j'ai un doute sur la date, pour présenter des questions sur l'émergence des projets et comment est-ce qu'on peut accompagner. Pardon, je vais être trop loin. Peut-être revenir à la slide d'avant, pardon. Voilà. Et donc on vous reparlera très rapidement de ce webinaire. Donc, l'objectif de cette communauté, donc sur monter et faire vivre un projet 3R, est de répondre aux besoins d'accompagnement dans le montage et la vie d'un projet 3R, afin de stabiliser un modèle économique, des structures de réemploi, de réparation et de réutilisation. Donc, l'idée, c'est bien entendu de ces communautés de répondre à vos besoins et de faire en sorte que vous trouvez des solutions aux problématiques qui se posent dans votre quotidien. Voilà, très rapidement, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas déjà connecté, n'êtes pas membre de cette communauté, à nous rejoindre sur Cyclope. Et puis, on reparlera tout à l'heure, à la fin de la réunion, des suites qu'on pourra donner justement à cette communauté et à ce qu'on pourra faire ensuite. Louis, je te laisse la parole pour revenir un petit peu sur la précédente réunion sur donc, le webinaire « Monter un projet 3R ». Et Perrine, du coup, Oui. je te laisse en discuter puisqu'on l'a organisé toutes les 3. Ça marche. Bonjour à tous. Donc oui, comme évoqué à l'instant par Prisca, grâce à cette communauté de travail, donc monter et faire vivre un projet 3R, on a, pour répondre à vos besoins d'accompagnement, on a décidé d'organiser un premier webinaire donc, qui s'est tenu le 1er juin sur l'accompagnement du coup des projets en émergence et en création, donc à destination des acteurs et des porteurs de projets dans le domaine des 3R. L'objectif, c'était de présenter l'écosystème d'accompagnement régional pour la création de ces structures des 3R et de présenter les principaux dispositifs d'accompagnement avec des retours d'expérience de structures qui avaient été accompagnées. Alors, à cette occasion, on a eu la chance de voir intervenir le réseau d'accompagnement et de financement France Active d'Occitanie, l'incubateur d'innovation sociale Alter Incube, Realis, le pôle régional des entreprises économiquement performantes et socialement responsables, le réseau national des ressourceries, la région Occitanie et l'ADEME. Ces structures-là, du coup, ont pu présenter en fait les dispositifs d'accompagnement qu'elles proposent. Et pour illustrer cet accompagnement, on a eu l'intervention de structures qui avaient pu bénéficier de ces dispositifs-là. Donc, sont intervenus à cette occasion Recyclons, 1001 Récup, Hoc Consigne et Ecomatelas. Si vous n'avez pas eu la chance de participer à ce webinaire, vous pouvez retrouver la vidéo de ce temps d'échange sur le lien YouTube qui apparaît à l'écran ou également sur la communauté Cyclope qui a été présentée par Prisca.
où vous retrouverez également le support qui avait été présenté à cette occasion. Donc aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui, il est dans la continuité de ce premier temps d'échange. Et donc, je laisse la parole à Louise pour vous présenter l'ordre du jour. Merci Perrine. Donc l'ordre du jour d'aujourd'hui, donc comme vous l'a dit Perrine, c'est le deuxième temps de notre session de webinaire. Le premier insistait plus sur l'émergence, la création et les dispositifs d'accompagnement et de financement pour les projets de 3R. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur le développement. Pardon. Et donc, pour ce faire, je vais dans un premier temps donner la parole à Agnès Aurière du mouvement associatif Occitanie qui va vous présenter le dispositif local d'accompagnement que vous pouvez solliciter pour vos projets de développement. Puis ensuite, on aura 3 exemples d'entreprises françaises dans le domaine des 3R. On a essayé un petit peu aujourd'hui de sortir de l'Occitanie pour aller chercher des témoignages de structures qui, un petit peu partout en France, qui nous raconteront donc leur projet, leur histoire, leur développement et surtout un exemple de développement innovant qui peut éventuellement vous donner des idées pour vos structures en Occitanie. Sans plus attendre, je laisse la parole à Agnès Aurière du mouvement associatif Occitanie qui va nous présenter le dispositif local d'accompagnement de l'ESS en Occitanie. Je te laisse du coup Agnès si tu veux prendre la main pour présenter ton support. Oui, merci Louise. Déjà, deux petits mots. Merci pour cette invitation de venir présenter ce qu'on appelle dans notre jargon le DLA, mais qui veut effectivement dire le dispositif local d'accompagnement. Je suis Agnès Aurière, je suis chargée de mission au mouvement associatif Occitanie et j'interviens alors sur 2 aspects, sur un dispositif dont vous avez parlé sur le webinaire du 1er juin sur le montage de projet, donc sur le parcours adresse qui vise à accompagner les porteuses et porteurs de projets en ESS, mais plutôt sur la métropole toulousaine, et une autre casquette du dispositif local d'accompagnement que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran. Du coup, je vais arrêter ton partage, Louise. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous voyez l'écran? C'est bon pour nous. C'est bon. Ok, super. Alors, une petite présentation. L'idée, c'est de faire court et puis surtout d'avoir des temps de questions-réponses, donc du dispositif local d'accompagnement en Occitanie au regard du besoin qu'auraient les structures pour développer des projets dans le domaine des 3R. Alors, j'ai mis volontairement les logos sur cette première slide parce que ça donne aussi la tonalité et l'objectif de ce dispositif qui est soutenu donc, par la région Occitanie. Mais aussi par l'État, anciennement la DIRECT, maintenant la DRETS, puisque c'est un dispositif qui vise notamment à sécuriser, à développer l'emploi dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Alors, juste un petit mot introductif sur le mouvement associatif. Donc, le mouvement associatif, on porte le dispositif local d'accompagnement au niveau régional, occitan. Le mouvement associatif, au-delà de porter le DLA, donc c'est une association, comme son nom l'indique, qui fédère les têtes de réseau associatives et qui vise, donc vous en avez un certain nombre d'exemples là qui sont susceptibles, que vous êtes susceptibles de connaître, France Nature Environnement, Graines par exemple, et qui vise à conseiller les porteurs de projets, conseiller les associations et accompagner les associations, c'est le cas aujourd'hui sur l'exemple du DLA. Alors, le DLA en Occitanie, je vous ai mis une carte pour que ce soit plus parlant. Donc, vous avez 14 DLA en Occitanie. Vous avez un DLA régional donc porté par le mouvement associatif Occitanie. Mais vous avez aussi, comme partout en France, un DLA par département. Donc, vous avez, et je vous donnerai les contacts à la fin des chargés de mission DLA, pour que vous puissiez aussi vous rapprocher facilement d'eux par rapport à des besoins que vous auriez sur vos territoires. Le principe est plutôt simple. Si vous êtes une structure d'envergure départementale, c'est le DLA de votre département que vous sollicitez. Et si vous avez un projet qui est sur plusieurs départements ou d'envergure régionale, c'est le DLA régional que vous sollicitez. Alors, juste une précision, donc le mouvement associatif, on va, comme je vous l'ai dit, accompagner des structures d'envergure régionale ou
sur plusieurs départements, mais on va être aussi amené à animer l'ensemble des DLA départementaux. Donc, ça peut être aussi les thématiques 3R, des choses sur lesquelles on peut travailler avec les DLAD s'il y a des besoins qui s'en font ressentir. Alors, le DLA, l'objectif, donc comme je vous l'ai dit, on accompagne les structures employeuses de l'ESS qui vont développer des activités pour consolider, développer leurs activités et les emplois. N'associez pas le DLA à une sollicitation uniquement quand vous avez une difficulté ou une problématique. Le DLA peut intervenir sur plein d'autres choses qui ne sont pas des thématiques où vous allez avoir un besoin urgent d'accompagnement, mais plutôt sur des besoins de développement d'activité, de consolidation, de changement d'échelle. Le DLA, effectivement, peut intervenir là-dessus. Donc, on s'adresse à qui? On s'adresse aux structures d'utilité sociale employeuse. Vous avez les statuts classiques de l'ESS, associations coopératives, les structures de l'insertion par l'activité économique et, sur certaines conditions, les sociétés commerciales de l'ESS, à condition qu'elles aient un agrément ESUS. Assez majoritairement, on est dans 85 à 90% des cas, le DLA accompagne des structures associatives. Oui, il y a marqué rejoindre, je ne sais pas quoi. Parce que ce qui fait aussi écho à la part importante des associations dans les structures de l'ESS. Le DLA, donc si vous avez un besoin d'accompagnement, vous sollicitez le DLA. Ce qui est important, c'est que le DLA relève vraiment d'une démarche de l'association, de son équipe salariée, de son conseil d'administration, puisque le DLA, c'est un accompagnement, mais c'est aussi un moment où vous allez devoir participer à cet accompagnement et donc produire un certain nombre de travaux pour que l'accompagnement porte tous ses fruits. L'intérêt du DLA pour des structures comme les vôtres, c'est que le coût de l'accompagnement est pris en charge par le dispositif. Dans la majorité des cas, il est pris totalement en charge dans le travail, notamment dans les coûts d'accompagnement et de prestataires qui sont mis au service du projet qui va être accompagné. Alors, pas de censure sur l'accompagnement, puisque les thématiques sur lesquelles vous pouvez être accompagné par le DLA sont très vastes et variées. Je reviendrai tout à l'heure sur les accompagnements qu'on a pu faire dans l'année 2020 sur les structures dans le domaine 3R, mais en tout cas, ça peut être sur le projet associatif, sur la stratégie de l'asso, sur l'organe interne, sur les ressources humaines, sur des stratégies de communication, des recherches de financement, modèles économiques, trésorerie et ainsi de suite. Donc, c'est un peu à l'infini, hein, j'ai envie de dire, les possibilités que vous avez d'être accompagné par le DLA. Avant de rentrer plus précisément dans le DLA Occitanie, juste pour vous dire, et ça peut faire écho aussi, c'est que je vous ai parlé du DLA régional, de DLA départementaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un écosystème national au niveau du DLA, avec un pilotage qui se fait par l'AVIS au niveau national, et pour lequel il y a aussi, les DLA bénéficient aussi de centres de ressources au niveau national, qui peuvent venir en appui au DLA pour identifier des prestataires qui seraient le plus à même d'accompagner tel ou tel projet, pour avoir de la ressource, de l'actualisation de données et toutes les informations utiles au secteur. Peut-être, et en ce qui vous concerne, un petit élément de changement cette année, on avait un centre de ressources dédié au secteur de l'environnement, qui a changé, et depuis cette année, c'est un centre de ressources qui est sur la transition écologique et solidaire. L'idée, c'est que dorénavant, ce n'est plus un centre de ressources sectoriel, mais le pari a été fait que la transition écologique et solidaire doit impacter l'ensemble des secteurs de l'économie sociale et solidaire, du sport à l'environnement. Et donc, aujourd'hui, on est sur un centre de ressources qui est transverse à l'ensemble des secteurs qu'on est susceptible d'accompagner. Alors, peut-être pour le côté très pratico-pratique, vous avez un besoin d'accompagnement, comment ça se passe? Vous contactez donc le DLA de votre territoire qui va vous faire un premier temps d'accueil, vous expliquer ce que c'est que le DLA,
identifier un petit peu quels sont vos besoins d'accompagnement et vérifier que vous êtes au bon endroit au bon moment et que le DLA peut répondre tout ou partie à votre problématique. Si c'est le cas, vous avez ensuite un temps de diagnostic. Donc, c'est un diagnostic qui est réalisé, un diagnostic partagé entre la structure qui fait la demande de l'accompagnement et le ou la chargée de mission du DLA. L'idée, c'est qu'on puisse aussi identifier tous vos besoins en repartant de l'existant. Donc, l'existant, ça va de la gouvernance au modèle économique, en passant par l'ancrage territorial, les bénéficiaires et ainsi de suite, pour qu'on puisse avoir une vision complète de la situation de la structure et des besoins sur lesquels nous, on peut intervenir. Une fois que le diagnostic est validé et est passé en comité d'appui, on peut être amené à faire appel à des prestataires qui sont soit sur le territoire, soit en dehors du territoire, selon les besoins qu'on a identifiés, et qui va vous accompagner pour répondre aux besoins qu'on a identifiés dans un cadre d'un plan d'action, pour vous accompagner dans le cadre de son plan d'action. Et puis, le chargé ou la chargée de mission du DLA reste en appui et en suivi à l'issue de cet accompagnement par un prestataire pour vérifier que les objectifs, les besoins de la structure ont bien été accompagnés et qu'il n'y a pas des besoins nouveaux qui sont apparus. Alors, peut-être on est limité dans le temps, mais peut-être pour vous dire que effectivement le domaine 3R, ce n'est pas celui qu'on accompagne le plus dans le DLA. Comme vous le voyez, on accompagne majoritairement la culture, l'animation sociale et le sport. Pour autant, sur 2020, on a accompagné, il y a eu 28 accompagnements dans le secteur 3R qui ont bénéficié à plus d'une soixantaine de... donc pour autant, il y a une soixantaine de structures qui ont été accompagnées en Occitanie dans le secteur qui nous concerne aujourd'hui. Alors pour le coup, les thématiques d'accompagnement sont très transverses à l'ensemble des secteurs qu'on accompagne. Ça peut être, et en ce qui concerne le secteur aujourd'hui, on a accompagné sur 2020 sur la gestion financière, le pilotage économique, stratégie de communication, la structuration de projet. On a accompagné aussi beaucoup sur le projet associatif, le projet stratégique. Bon, de fait, d'une année particulière, beaucoup aussi sur la reprise, stratégie de reprise d'activité. Sur les conventionnements IAE, on a pu accompagner et on peut aussi accompagner, par exemple, sur des mutualisations d'activités entre plusieurs structures. Je finirai juste là-dessus sur le fait que les accompagnements qui peuvent concerner le DLA peuvent être aussi des accompagnements collectifs. Vous pouvez être plusieurs structures d'un même secteur sur un territoire à avoir identifié les mêmes besoins d'accompagnement et on peut aussi mettre en place des accompagnements collectifs. Voilà, j'ai été un peu longue, du coup je vous laisse plutôt la parole, mais en tout cas, dans la slide, vous aurez tous les contacts des chargés de mission, des DLA de vos territoires pour pouvoir vous rapprocher d'eux si vous identifiez des besoins d'accompagnement. Et je pense que j'ai fini. Non seulement tu as fini, mais tu as en plus respecté le temps. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis surtout aussi pour les contacts, c'est intéressant d'identifier précisément qui on peut contacter sur son territoire parce que la région est grande. Peut-être que le DLA, c'est quelque chose qui est assez connu, mais peut-être que vous ne soupçonniez pas tout ce que ça pouvait recouvrir comme type d'accompagnement. Donc là, maintenant, c'est un temps de questions. Donc, si vous en avez pour Agnès, n'hésitez pas à les lui poser. Soit vous utilisez le chat et puis on se fera un plaisir de lire vos questions à haute voix. Soit vous pouvez ouvrir vos micros et vos caméras, parce que c'est plus convivial, pour poser vos questions à Agnès sur le dispositif local d'accompagnement. Après, bien sûr, dans un second temps, toutes les présentations que vous pouvez voir ce matin vous seront envoyées plus tard. Donc, Agnès, vous pouvez aussi la contacter pour... si vous avez des questions par la suite pour le DLA ou pour les autres dispositifs d'accompagnement que propose le mouvement associatif Occitanie, si là vous n'avez pas d'idées précises. Ça peut être des questions, peut-être des retours d'expérience dans les participantes et participants. S'il y en a qui ont pu bénéficier du DLA, c'est toujours intéressant aussi d'avoir le retour.
comme en quoi, effectivement, le DLA, ce que je n'ai pas précisé, le DLA, il a aussi l'enjeu de s'inscrire dans l'écosystème, c'est-à-dire qu'il y a d'autres aussi acteurs qui sont en charge de l'accompagnement. Quand on fait un plan d'accompagnement, l'idée, c'est qu'on puisse aussi s'articuler avec les têtes de réseau du secteur, avec s'il y a une problématique RH, avec les OPCO. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée que le DLA ne soit pas hors sol. Et oui, je vais vous donner mon courriel, je vois la question, que ce ne soit pas hors sol et qui puisse effectivement s'articuler, comme on dit, avec la chaîne de l'accompagnement. Et le DLA a vraiment aussi cette vocation-là à faire réseau avec les autres acteurs du territoire. Quel lien avec le réseau régional des ressourceries, demande Fabrice, entre le DLA régional et le réseau régional des ressourceries. Ça, c'est tout à fait quelque chose où qu'on peut faire. Alors, sur ce secteur-là, au niveau régional, on a peu accompagné. C'est plutôt les DLAD qui accompagnent des structures sur les territoires. Pour autant, un DLA peut tout à fait se rapprocher de ce réseau pour avoir plus d'infos sur le secteur, pour saisir aussi mieux les enjeux du secteur, pour savoir ce que propose le réseau aussi en complémentarité. L'idée, ce n'est pas de faire un millefeuille aussi d'accompagnement ou d'intervention, mais plutôt d'articuler, donc de mieux cerner l'offre de services. Et ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit au préalable, le DLA régional accompagne des structures d'envergure régionale, mais on anime aussi les DLA départementaux. Et on peut tout à fait, sur cette thématique-là, par exemple, imaginer une présentation du réseau des recycleries à l'ensemble des DLA départementaux pour qu'eux puissent aussi mieux cerner votre offre de service et comment ils peuvent articuler les accompagnements avec les acteurs du territoire. Merci Agnès. S'il n'y a pas d'autres questions pour Agnès, je vais demander si Séverine Bellec est avec nous. Parce que je ne crois pas avoir vu son nom dans les participants. Et si elle n'est pas avec nous, je vais directement passer la parole à Arnaud une dernière question d'une autre Séverine. Si le DLA peut-il être lié avec un projet déjà accompagné par des structures comme Première Brique ? Oui, tout à fait. Là aussi, on est dans la chaîne de l'accompagnement. Donc, un des critères, c'était, je vous l'ai dit en démarrage quand je vous ai parlé de la directe, mais on cible bien des structures employeuses. Donc, vous avez en amont d'autres dispositifs qui sont sur l'émergence ou le montage de projets. Et notamment, tout à l'heure, je parlais du parcours adresse, mais on peut être amené à accompagner à l'issue d'un accompagnement dans le cadre de l'émergence ou de la création de projet. Le DLA peut tout à fait prendre la suite à partir du moment où la structure est dorénavant employeuse et qu'elle remplit les conditions d'éligibilité au DLA. Donc, il y a tout à fait un certain nombre de projets qu'on fait toute la chaîne de l'accompagnement et c'est assez logique puisque leur stade de développement évoluait aussi. Et donc, les dispositifs d'accompagnement évoluaient aussi. Peut-être juste redire qu'on avait fait un espèce de panorama de l'écosystème de l'accompagnement dans le premier webinaire, donc n'hésitez pas à retrouver la présentation de ce schéma. Tout à fait. Vous pouvez le retrouver sur la communauté Cyclope, dont on vous redonnera le lien à l'issue de ce webinaire-là. Je vais donc passer maintenant la parole à Arnaud Bourdeau de Trochanton, l'écocyclerie du pays d'Ancenis, qui va du coup nous présenter son projet. Alors, je vais vous remettre le diaporama. Alors, Arnaud, vous nous venez de Loire-Atlantique. Et du coup, vous allez nous présenter un petit peu l'historique de votre projet et le développement de l'écocyclerie. Vous allez nous raconter un petit peu de quoi il s'agit. Donc, on vous laisse partager votre diaporama, puisque je crois que vous en avez un. Vous ne l'avez pas intégré. Bonjour, vous ne l'avez pas intégré
Non, Au je me suis PowerPoint? dit que je pensais que vous y apporteriez quelques modifications. Du coup, mais je peux aller le chercher pendant que vous commencez votre introduction. Ouais, je maîtrise tous ces outils. Merci. Oui, bonjour, donc Arnaud Bourdeau, donc moi je suis en Loire-Atlantique, vous voyez où ça se situe sur la petite carte, tout près de la Bretagne, dans la région Pays de la Loire. Donc voilà, et moi je suis directeur d'une structure qui est une entreprise d'insertion et qui gère une recyclerie depuis 1994 sur un territoire qui est le Pays d'Ancenis, donc territoire rural entre Angers, Nantes et Rennes. Voilà, un territoire de 80 000 habitants. Rapidement, pour présenter le contexte un peu, l'écocyclerie, elle a été créée en 1994 dans un contexte où la problématique des déchets était encore que très superficielle. Il n'existait pas les réseaux de déchetterie. En gros, pour faire simple, il n'existait dans le paysage principalement que les... Merci beaucoup. Que les structures Emmaüs, qui, elles, étaient implantées dans les centres urbains, et Trocanton a été la première initiative ou la deuxième initiative au niveau national dans un secteur rural. Voilà, donc pour resituer Nantes, Rennes, Angers. Donc on est dans ce petit périmètre-là, le long de la 11 et de la Loire surtout. Le petit schéma à côté, c'est pour vous montrer un petit peu comment on fonctionne. Donc, on a un centre principal, là où vous voyez le logo de l'association, au nord de notre territoire rural. Et ce site principal qui gère à la fois de la collecte, du tri, valorisation et de la vente est une plateforme logistique pour desservir aujourd'hui 3 et demain 4 sites annexes. Et sur les sites annexes, on ne fait que de la collecte et de la vente. L'idée, c'est de pouvoir drainer et de proposer un service sur le territoire au plus près des usagers. Voilà. Donc, Trocanton est très investi, enfin, notre structure, on est très investi dans les réseaux, hein, au niveau de la Fédération des entreprises d'insertion principalement, mais aussi au niveau de l'Union des écocycleries, qui est un petit réseau régional de recyclerie ressourcerie, pardon. Et puis au niveau des écosolies, qui est un acteur ESS de Nantes Métropole. Voilà. En quelques mots, notre activité, on a une activité principale qui est bien suffisante parce que c'est large quand il s'agit de l'exploiter, c'est le réemploi. Le réemploi, c'est-à-dire collecter, trier, valoriser et revendre des objets qui peuvent servir en seconde main. Donc aujourd'hui, on se limite à ces trois axes-là. On fait aussi bien évidemment de la sensibilisation, mais la sensibilisation se fait en support à notre activité principale. Donc, on est uniquement sur du réemploi, c'est-à-dire qu'on ne fait ni réparation, ni transformation, ni recyclage. On est vraiment sur uniquement la chaîne du réemploi. Mais à partir de ce réemploi, on a plusieurs finalités, plusieurs objectifs dans le projet associatif, qui sont principalement donc, la réduction des déchets, pour une part, mais pas que. Parce que l'idée, c'est surtout de créer l'emploi local, de l'emploi à la fois pérenne, considérant que c'est une activité en plein développement et que les emplois vont devenir pérennes dans ce temps-là, mais aussi des emplois d'insertion dans le cadre du conventionnement entreprise d'insertion. Et la troisième finalité, c'est aussi bien sûr de créer une dynamique locale sur le territoire par l'activité dans les communes où on est implanté, et puis par une forte participation bénévole, puisqu'aujourd'hui on est une centaine de bénévoles. Voilà, je veux bien que tu passes à la slide suivante, Louise. Merci. Donc voilà, donc là on va retrouver un petit peu le... Non, on reste sur celle-ci. L'idée, c'est pour vous donner une présentation du développement de la structure. Donc la structure, elle est née en 1994 dans un contexte où l'offre d'insertion commençait à se développer sur les territoires, où l'offre de gestion des déchets était quasiment inexistante.
Donc, et ce que je vous disais tout à l'heure, en termes de réemploi, il n'y avait principalement que Emmaüs sur les centres urbains. Donc voilà, on est arrivé dans ce paysage-là complètement neuf, avec l'idée assez simple, c'est qu'à partir des déchets de certains, on allait en faire une ressource pour d'autres, accessible à pas cher. Et comme on fonctionnait sur du don et qu'on revendait même à pas cher en boutique, on allait créer de l'économie et qu'à partir de cette économie, on allait créer de l'emploi. Voilà le principe général. Donc en 96, c'est le premier poste salarié. Je balaye un peu vite les 25 premières années, mais sur les 25 premières années, on a créé plusieurs sites d'activité, on a créé des emplois, on a structuré l'emploi. En 2015, c'est-à-dire un peu plus de 20 ans après, on avait donc 3 sites d'activité. On était à 22 salariés. Donc, vous voyez la progression, à 22 ans, 22 salariés, grosso modo. Mais en 2015, il y a eu un basculement puisque la collectivité avec laquelle on est en partenariat sous forme d'un marché public, donc la communauté de communes qui gère à la fois le déchet, mais aussi qui a toutes les compétences générales sur le territoire, a décidé de faire en sorte que l'activité sur le principe que l'activité de réemploi peut être une activité structurante pour le territoire, au même titre qu'un réseau de bibliothèques, qu'un réseau de déchetterie, qu'une piscine, que des salles de sport et quoi d'autre, je ne sais pas, un collège. La collectivité a souhaité investir fortement sur le réemploi et a donc décidé de mettre en place une écocyclerie du Pays d'Ancenis. Donc l'écocyclerie, c'est quoi? C'est un bâtiment de 2400 mètres carrés qui est conçu uniquement pour le réemploi et qui est mis à disposition de la structure dans le cadre d'un marché public que l'on exploite donc depuis 2015. Donc voilà, ça a changé considérablement le regard du grand public sur le réemploi et on est passé d'une clientèle assez restreinte, enfin même si c'était déjà assez développé, on a doublé la clientèle tout simplement en touchant aussi le grand public qui jusque-là n'était pas convaincu par le réemploi. Cette notion d'image, elle a été importante. Et donc, dans ce même temps, comme on a fait face à un fort développement d'activité, on a aussi, au sein de l'association, changé un petit peu notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a adapté nos effectifs, non plus aux recettes que l'on générait, qui sont au bout de la chaîne, mais on a plutôt adapté nos effectifs au flux entrant dans la structure, parce que c'est ça qui crée nos emplois. Et avec le pari, c'est que le travail qu'on allait générer en atelier, demain, nous permettrait de faire des recettes supplémentaires. Donc, ces deux faits concomitants ont eu un impact important sur l'activité, puisqu'en 2021, donc c'est-à-dire 6 ans après, mais on peut même dire en 2019, parce qu'entre-temps est passé le Covid qui a un petit peu écrêté notre activité. En 2021, donc on a 4 sites d'activité, toujours une plateforme logistique principale et 3 sites secondaires. Aujourd'hui, on est passé de 22 à 55 salariés en 5 ans. Sur ces 55 salariés, la moitié sont des salariés permanents qui structurent l'activité. Je vais vous présenter l'organigramme tout à l'heure pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Et la moitié des salariés sont en parcours d'insertion sur un mode conventionnement entreprise d'insertion. L'essentiel des salariés sont minimum à 31 heures ou à temps plein. On est sur 50 ETP presque aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, plus que doubler l'effectif en 5 ans. À côté de l'équipe salariée, on a une centaine de bénévoles qui s'investissent à nos côtés, répartis sur les 4 sites d'activité. C'est pour ça qu'il faut un petit peu relativiser le nombre de bénévoles. Ils ne sont pas 100 dans nos ateliers, ils sont 100 répartis sur les 4 sites d'activité. Et l'investissement de ces 100 bénévoles représente chaque année 4,5 équivalents temps plein en temps de travail. Voilà. En termes d'activité, c'est 1200 tonnes qui rentrent sur notre site principal chaque année, donc 1200 tonnes à trier. Et de 1200 tonnes, on extrait 500 tonnes revendues dans la boutique. Donc, on est à un peu plus de 40% de valorisation réemploi.
Le reste, c'est 60% c'est 600 tonnes, pardon, qui repartent dans les filières de recyclage avec tous les conventionnements qu'on peut avoir avec écosystème, avec écomobilier, avec la filière papier et autres, éco-TLC, enfin voilà. Et puis 100 tonnes qui repartent au tout venant, c'est-à-dire des tonnes qui ne sont pas valorisées dans les filières. Je répondrai à des questions tout à l'heure s'il y a des questions, mais là je fais un déroulé. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Merci. Donc, présenter rapidement comme ça semble très vertueux. Donc, voilà, ça n'a pas été toujours simple, hein, parce qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu quelques tensions avec la collectivité. Ça ne s'est pas fait simplement. Mais ce qui a permis le bon déclic, c'est que chacun est resté dans son rôle. C'est-à-dire que l'association porte un projet pour le territoire, un projet qui est de créer des emplois et créer du lien social à partir du réemploi. Mais ça se fait, ça se fait. Donc, je mets l'écocycle rétro-canton, un projet de territoire. Ça se fait parce qu'on a réussi à convaincre la collectivité, et les élus ont été aussi convaincus là-dessus, que ça pouvait avoir une plus-value pour le territoire. Et le jour où ça a eu vraiment un impact, c'est quand les élus ont été convaincus d'eux-mêmes de la plus-value par les usagers, c'est-à-dire par les habitants du territoire. Et non pas tout simplement parce qu'on disait qu'on était les meilleurs. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut toujours une triangulation. Il faut toujours qu'il y ait une tierce personne qui puisse mettre au regard la plus-value que ça peut apporter. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On avait d'un côté la collectivité, qui a la compétence déchets, qui a la compétence économique, qui a la compétence lien social, qui a la compétence aménagement du territoire. On avait de l'autre côté de l'association qui avait un projet. Et c'est quand les deux ont compris que le travail se faisait ensemble que ça a fonctionné. Donc aujourd'hui, le projet il fonctionne parce qu'on a une association, on a une interco, la communauté de communes du Pays d'Ancenis, qui représente 80 000 personnes. Je n'ai pas parlé de la taille du bassin, c'est environ 80 000 personnes. On a des communes qui s'investissent aussi, tout simplement parce que sur les sites secondaires, on a 2 sites qui sont des bâtiments mis à disposition par la commune pour y développer une boutique. Je fais une petite parenthèse, les communes mettent à disposition ces bâtiments parce qu'elles considèrent que l'activité de réemploi peut amener de la dynamique dans leur commune rurale. Et la dynamique créée par l'activité de réemploi leur permet de maintenir des commerces dans les communes rurales. Donc voilà, on a 55 salariés qui font partie prenante du projet, puisque il y a un fort investissement, enfin voilà, il y a une remise en cause permanente et il y a un fort investissement, et l'idée c'est qu'il y a aussi une forte reconnaissance par le public qui vient dans la boutique du travail qui est réalisé. Donc ça donne un investissement. On parlait des 100 bénévoles qui s'investissent. Ces 100 bénévoles, ils viennent de plus de 25 communes différentes. Donc, autant vous dire que ça a aussi un poids politique. Même si on ne joue pas sur cette carte-là, ça représente quelque chose. Ces 100 bénévoles qui parlent de leur investissement au sein de la structure, donc ils en parlent autour d'eux et qui font marcher le bouche à oreille. Et le bouche à oreille revient aussi aux oreilles des élus, aux oreilles des techniciens, ce qui fait que tout ce paysage tient ensemble. Aujourd'hui, on est à plus de 2500 clients par semaine. Je resitue, on est vraiment sur des communes rurales. Le site principal, il est dans une commune qui fait 2000 habitants. On a aussi une convention, alors je vais redire direct, je ne suis pas encore habitué à ce nouvel acronyme. On a une convention directe avec une convention entreprise d'insertion avec la Directe, qui nous suit aussi dans notre développement, qui nous fait confiance. En 2012, quand je suis arrivé, on avait 3,5 ETP conventionnés. Aujourd'hui, on va arriver à 23 ETP conventionnés. Donc, ça se renégocie tous les ans et ça n'a jamais été remis en cause. Et on a aussi une convention avec le département 44. Tout ça pour vous dire que il y a vraiment un écosystème autour de ça. Même si l'activité
à la base, c'est le réemploi. À côté, petit schéma pour vous représenter un petit peu ce qui se passe. Ce schéma-là, on l'a mis on l'a développé au moment où l'économie circulaire avait un ministère au niveau national pour souligner l'impact que ça peut avoir, pour amener tout le monde à prendre un petit peu de recul sur l'impact que ça peut générer. On a fait ce schéma-là en 2012, alors que les élus, qui avaient été bien accompagnés par des bureaux d'études, avaient compris que le réemploi ne coûtait rien à la collectivité. Dans un contexte où la collectivité soutenait notre structure à hauteur de 130 000 € par an, sous forme d'un marché public, sous forme d'une prestation. Donc, passer de 130 000 à 0, pour nous, autant vous dire que ce n'était pas imaginable. Donc, on a été voir les différents sites à l'époque évoqués pour leur montrer toute la plus-value qu'apportait un investissement fort de la collectivité dans le réemploi. Donc, on a créé ce petit schéma. C'est peut-être pas très lisible, donc je vais vous lire ce qui est indiqué dessus. C'est qu'en haut, on a une commande publique, c'est-à-dire une commande de la collectivité qui nous rémunère à hauteur de 192 000 € par an pour gérer l'écocyclerie du pays d'Ancenis. Cette commande publique, donc c'est un coût, si on s'arrête là, c'est un coût, ça coûte 192 000 € par an. Si on parle uniquement à un service déchets, ça reste un coût, parce que le réemploi coûte beaucoup plus cher qu'un tonnage tout venant. Tout venant, c'est 140 € la tonne. Le réemploi, on est plutôt à 400, 500 ou 600 € la tonne. Donc, c'est un coût. Mais c'est un coût qui rapporte. C'est un investissement. Quand la collectivité dépense 192 000 € par an, ça génère une activité économique que nous, on développe à partir de cette subvention publique d'1 270 000 € par an. Vous voyez le rapport? Donc, de cette activité économique qui est générée, 1,3 million, et ça, c'est les chiffres 2019. On est à plus que ça aujourd'hui. On crée de l'emploi local. À l'époque, en 2019, on avait donc 46 salariés. Et ces 46 salariés, c'est de la masse salariale. C'est 733 000 € de masse salariale. Les salariés, c'est des locaux. Donc, c'est des salariés qui vont eux-mêmes reconsommer localement et qui, en plus, ne vont plus consommer des aides à l'emploi. Enfin, c'est de l'argent public qui est rapatrié puisque il n'y a plus de dépenses sociales. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces 733 000 € ils vont être redépensés localement. Derrière cet emploi local, on consomme aussi des services localement. On a beaucoup de prestataires locaux pour la gestion, l'entretien de nos locaux, pour l'évacuation de nos bennes, pour l'entretien de nos espaces verts, pour l'entretien de nos engins de manutention, pour la formation de nos salariés. Donc tout ça, c'est 190 000 € d'achat de services et de prestations extérieures auprès d'entreprises du territoire. Pas toutes, mais les deux tiers des entreprises du territoire. Ça veut dire que déjà, l'argent que la collectivité a mis, 190 000 €, nous, on l'a consommé, mais on l'a redistribué au niveau local à d'autres entreprises qui n'auraient pas eu ce marché-là si on n'avait pas existé entre-temps. Donc, l'idée, c'est que les 192 000, ils génèrent déjà 733 000 € de masse salariale plus 190 000 € d'achat et de services extérieurs. En plus de ça, on génère des choses qui sont immatérielles. On génère de la vie sociale. Il y a plus de 100 bénévoles qui s'investissent. Et les bénévoles qui s'investissent, c'est aussi du lien social. C'est aussi on joue sans vouloir rentrer sur les cordes psychologiques, mais c'est aussi donner du sens à son quotidien. S'investir dans la vie locale, accompagner des salariés, faire vivre une boutique, réceptionner les marchandises. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est une plus-value qui n'est pas économique, mais qui humainement est forte sur un territoire. Et accessoirement, on traite 100 tonnes de produits déchets sur lesquels on va en redistribuer 500 sous forme de réemploi. Vous voyez le temps qu'il m'a fallu pour parler de déchets, parce que quand on parle de réemploi, il ne faut pas parler déchets, sinon ça restera un coût.
Je dis ça pour tous les gens qui sont autour de la table et qui gèrent des recycleries. Tant qu'on parle uniquement déchets, ça reste un coût. C'est la solution qui coûte la plus cher en termes de traitement de déchets. Voilà. Mais malgré tout, une fois qu'on a créé tout ça, on a pu aussi traiter 1200 tonnes de déchets, dont 500 sont revendus en réemploi. Et donc, l'économie circulaire, c'est ça, c'est 880, enfin presque 900 000 euros de biens d'équipement qui sont revendus à partir de réemploi. C'est-à-dire, ça aurait pu partir sur le Bon Coin hein, pour un certain nombre, ou sur Vinted ou sur d'autres sites. Mais là, ça fait fonctionner des boutiques qui sont sur le territoire, ça crée de l'emploi à partir du réemploi. Et donc, enfin, donc c'est la dynamique territoriale, c'est 4 boutiques de proximité, plus de 2500 clients chaque semaine. Voilà, donc tout ça, ça permet donc, la conclusion, générer une économie sociale et solidaire, réinvestir dans l'économie locale, favoriser le retour à l'emploi. Apparemment, les salariés, il y en a 7% d'entre eux qui retrouvent un emploi à la fin de l'année, contribuer à la réduction des déchets et créer du lien social. Et quand on redit tout ça, vous voyez que la commande publique de 200 000 euros par an, au final, elle a beaucoup de plus-value. Ce schéma-là, une fois qu'il a été partagé par tout le monde, il donne du sens et il permet surtout d'élargir le focal et de montrer tout ce qu'on génère en économie directe. Vous voyez, je ne parle pas d'économie indirecte, je parle que des dépenses que l'on fait nous. Mais toutes ces dépenses ont aussi un impact indirect sur le territoire. Voilà, on peut passer à la dernière slide, merci. Et donc, juste pour illustrer, quand on vous dit donc le projet associatif de Trocanton, c'est 2 axes. C'est développer l'emploi pérenne en considérant que le réemploi, c'est un vrai travail et qu'il faut le structurer. Donc, la moitié de l'effectif, c'est des salariés permanents. Et on a aussi un fort engagement sur l'emploi d'insertion. Donc, la moitié de l'effectif, c'est aussi de l'emploi d'insertion. Donc, l'idée, cette slide, je ne vous demande pas de lire le nom des personnes, vous ne les connaissez pas forcément, mais c'est juste pour comprendre la construction. Donc, on a une petite équipe administrative, voilà, un directeur adjoint, une chargée d'insertion, une assistante administrative. On a 2 postes de coordination. Le responsable de site à gauche, c'est celui qui va coordonner tous les flux circulants en interne et enfin depuis l'extérieur et en interne. Et la deuxième coordination, la responsable boutique atelier, c'est celle qui va coordonner toute la valorisation en atelier et l'alimentation des boutiques. Et ensuite, en dessous, vous voyez, on a des encadrants. Donc, on a beaucoup d'encadrants parce que l'idée, c'est qu'on ait un référent par activité. Donc, un référent sur la collecte, un référent sur les arrivages, un référent sur l'électro, un référent sur ce qu'on appelle course chez nous, c'est le bricolage, les livres, plusieurs référents sur vaisselle, jouets, périculture et 2 référents sur l'atelier textile. Ensuite, on a créé depuis 3 ans, 4 ans, des postes d'assistants pour soulager tous les encadrants sur le développement d'activité. Parce que plus l'activité se développe, plus les encadrants ont de volume à traiter et plus les encadrants, ils ont de personnel à encadrer. Donc, ça veut dire que quand l'activité est double, ça multiplie par 4 leur travail. C'est pour ça qu'on a créé des postes d'assistants pour asseoir l'équipe salariée permanente. Et ensuite, on a nos agents à valoristes qui sont des postes en contrat d'insertion et qu'on déploie en fonction du développement de l'activité. Donc, vous voyez, par exemple, sur l'atelier électro, on a 3 postes d'agents valoristes, quand sur l'atelier textile, on en a 8. Voilà, cette slide, elle était juste pour illustrer un petit peu comment on organise notre activité, parce que même si on est uniquement sur du réemploi, on a toutes les familles de produits à traiter, et donc il faut des spécialistes pour chaque famille de produits, pour pouvoir structurer l'activité. Voilà, j'espère avoir été dans les temps. J'ai fini
mon explication. Alors, Ma vous n'avez pas présentation, été pardon. complètement dans les temps, mais ça fait rien parce que c'était très intéressant. On va du coup, alors si vous avez des questions à poser à Arnaud, n'hésitez pas, c'est le moment. Je n'ai pas vu encore de questions dans les chats, à part quelqu'un qui vous posait la question de savoir s'il pouvait vous contacter par la suite, je crois, pour une éventuelle collaboration. Et sinon… Une question concernant le conseil d'administration, pour savoir si c'est une instance importante dans l'association. Et également une autre question qui demande si vous avez été accompagné sur le développement de votre activité et mesures d'impact. Alors, sur le conseil d'administration, ben, oui, évidemment, il est important parce qu'on est toujours une association et on a un conseil d'administration qui est composé de 13 personnes qui sont investies, mais qui fonctionnent vraiment. On n'a pas d'ego fort qui utilisent le projet social à leur fin personnelle. Donc, on a vraiment un projet associatif, enfin, un conseil d'administration qui est investi et qui fonctionne de manière collégiale. Voilà. Et le conseil d'administration, il n'a pas évolué. Enfin, personne n'a quitté le conseil d'administration depuis 10 ans et on continue d'étoffer notre conseil d'administration avec des personnes qui rentrent. On a 3 nouvelles personnes qui arrivent cette année. Et après, est-ce qu'on a été accompagné sur l'impact, sur les mesures d'impact? On est un peu notre principal interlocuteur et nos principaux interlocuteurs, ce sont nos interlocuteurs locaux. Et si on préfère consacrer nos investissements à l'activité et à l'entretien de nos contacts locaux qui nous font confiance et pour lesquels ce que je viens de vous présenter suffit à convaincre. On n'a pas besoin d'amener une lecture supplémentaire à ça. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair. L'impact environnemental, on le retrouve un petit peu déjà dans ce qu'on vient de voir. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, le temps que la personne réagisse, il y a une autre question qui demande si vous avez… combien d'adhérents avez-vous? On a une centaine d'adhérents. Tous les bénévoles sont adhérents, plus quelques salariés, plus une dizaine de salariés, plus quelques clients. Voilà. On a une centaine d'adhérents aussi. Centaine d'adhérents et à chaque assemblée générale, on se retrouve entre 40 et 50. On nous demande si vos salariés sont membres du conseil d'administration. Et une autre question qui demande pourquoi Oui. est-ce que sur le statut entreprise d'insertion et non pas chantier? Les salariés sont adhérents de droit, les représentants du CSE sont adhérents de droit au conseil d'administration. Et on a aussi une salariée qui est adhérente à titre personnel. Et puis, concernant la mesure entreprise d'insertion, alors j'étais pas là à l'époque du conventionnement, mais l'activité nécessite quand même beaucoup une certaine cadence, une certaine, oui, la cadence et puis énormément de travail. Donc, on recrute des personnes qui sont profil entreprise d'insertion, donc plus proche de l'emploi. Ça, c'est en théorie, hein, parce qu'en réalité, on recrute assez large. Et puis, parce que notre modèle économique repose aussi fortement sur la vente de marchandises et sur le marché avec la collectivité. Le marché avec la collectivité représente 13% de notre budget et la vente de marchandises représente 70% de nos ressources. Alors là, il y a une demande de partenariat. Quelqu'un, Séverine Foligné, souhaiterait monter un atelier d'insertion dans le recyclage textile et elle se demande si vous y aurait moyen de faire un partenariat avec des structures telles que la vôtre pour bénéficier de tissus et de matériel de couture provenant du réemploi. Alors, je me permets de faire le lien avec le cluster textile qui a été créé il y a peu et sur lequel donc, il y a beaucoup de recherches de partenariats qui sont en cours. Donc, je vais vous mettre dans le chat le lien vers le site de ce cluster.
Eh ben, la question du textile, c'est une vraie question. Nous aussi, on a une réflexion en cours là, avec l'Union des écocycleries et la CRES Pays de la Loire et l'ADEME sur la structuration d'une filière textile régionale. La difficulté, c'est que sur le réemploi, on est vraiment sur du captage de la ressource en local. Donc, ça veut dire qu'on capte l'essentiel de la valeur du textile, de la filière textile, qui ensuite, pour les recycleurs, donc le relais principalement, et puis tous les opérateurs privés, qui, eux, se trouvent à gérer du textile en masse pour du recyclage. Et là, on est sur un marché à l'international. Et donc, il y a vraiment des contraintes très, très, très compliquées. Donc, on essaye on va porter une étude ensemble, un petit peu à l'image de ce que vous faites, pour voir quels sont les enjeux des uns et des autres et de voir comment on peut mieux travailler en synergie pour éviter que le développement des uns nuise aux autres et que les uns aient des solutions pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, OK, on développe partout le réemploi, mais on ne sait pas quoi faire de notre textile, sinon le confier à des gens qui vont s'occuper du recyclage. Voilà, et les gens qui sont au recyclage voient l'essentiel de la qualité partir dans nos boutiques à nous. Donc, il y a là aussi un écosystème à créer pour que tout le monde soit gagnant-gagnant. Merci Arnaud pour votre intervention. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. De toute façon, il va falloir que je me mette un petit peu en mode maîtresse du temps pour qu'on puisse donner la parole aux autres intervenants. Mais si vous avez d'autres questions pour Arnaud, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on prendra un temps à la toute fin pour y répondre si le cas échéant. En ce qui nous concerne maintenant, je vais laisser la parole à Fabrice du Tricycle Enchanté qui va nous présenter sa structure qui, elle, se trouve en Dordogne. Donc, allez-y, je crois que vous n'avez pas de présentation. Donc, non. Je vous laisse la parole. Excusez-moi, oui, je m'en excuse, j'ai pas de support visuel pour accompagner ma présentation. Voilà, donc nous, le Tricycle Enchanté, c'est une ressourcerie qui a été créée en 2006 sur le territoire de la Dordogne, plus précisément sur le Périgord vert, aussi en milieu rural, au nord de Périgueux, voilà, sur un territoire aussi assez rural, comme nos collègues de l'écocyclerie de Trocanton. Donc 2006, on est un peu sur la même développement qu'eux, puisqu'au bout de 15 ans, on a aussi 15 salariés. Voilà, donc on est un peu en retard par rapport à eux, mais voilà, on était aussi assez pionniers en Aquitaine en 2006, puisqu'on était la première ressourcerie de l'Aquitaine, puisque quand c'est créé en 2006, il n'y avait pas d'autres ressourceries sur le territoire aquitaine. Donc c'était assez novateur et pas forcément évident au niveau acceptation, au niveau des partenaires, au niveau notamment des collectivités, sur l'intérêt de soutenir ce type d'initiative sur le territoire. Donc, c'est vrai que c'est un biais assez important qui a permis le développement sur lequel on est, c'est le partenariat avec la collectivité et qui permet vraiment de faire prendre une autre ampleur au projet et de permettre des développements qu'on ne peut pas porter seul. C'est un peu l'idée qu'une ressourcerie, c'est un projet de territoire. Donc, j'insiste là-dessus sur le fait que c'est essentiel de tisser le lien avec la collectivité, d'avoir un vrai partenariat de territoire. Donc, le Tricycle Enchanté, nous, on est une ressourcerie généraliste. Donc, on travaille sur la collecte, le tri, la réparation à petite échelle et la revalorisation. Avec nous, la particularité qu'on était initialement sur un projet de structure dite emploi pérenne. Donc, on était hors champ d'insertion jusqu'à l'année dernière. Maintenant, on est devenu entreprise d'insertion l'année dernière. Et avec aussi un fort volet sur la prévention et la sensibilisation à l'environnement, parce qu'on a 3 personnes qui travaillent exclusivement sur cette activité-là et qu'on a vraiment pris le parti de développer le volet éducation à l'environnement comme
une piste d'activité économique à proprement parler. Donc ensuite, on a 3 lieux de vente. On a une friperie, une espace de brocante et un hangar qui est un peu le centre névralgique de l'activité par lequel passent tous les gisements qu'on traite. Voilà. Donc là, plus spécifiquement là sur les projets de développement, donc on est passé à entreprise d'insertion parce qu'on a un projet de développement assez ambitieux avec le partenariat avec la collectivité qui a fait l'acquisition d'un nouveau bâtiment qui doit nous être livré dans le cours de rente de l'année prochaine. Donc voilà, notre projet a été un peu retardé, on va dire, par le Covid et les problématiques, on peut dire, contextuelles, notamment dans le champ de la construction. Donc notre projet aurait dû déjà être démarré, mais là, on va dire, il a été retardé par le contexte. Donc, voilà l'idée de livraison d'un nouveau bâtiment avec un investissement porté par la collectivité et voilà, de nombreux cofinancements publics. Un bâtiment qui va faire 1300 mètres carrés qui va nous permettre vraiment d'avoir un outil au service de nos développements. Donc, dans les pistes de développement, effectivement, on a de développer un peu le volet réparation, notamment sur les D3E, sur le meuble, et surtout, principalement, un projet autour de développement d'une plateforme de récupération et de revalorisation des matériaux de construction. Donc, une plateforme de réemploi des matériaux avec une offre de services autour qui passe des prestations de déconstruction, donc va de peignage de bâtiments avant démolition ou avant rénovation, donc avoir des équipes dédiées vraiment sur ces prestations-là, en lien avec des entreprises de démolition ou avec des entreprises du BTP. Donc ça, c'est une première chose. Après, un volet aussi de transformation avec le développement d'un atelier bois pour pouvoir récupérer tout le gisement bois, à la fois en déchetterie ou dans les chantiers de démolition, et pour pouvoir le revaloriser pour le revendre en tant que matière première pour des entreprises ou des particuliers qui pourraient avoir l'utilité de ce gisement-là, et derrière aussi de pouvoir nous aussi développer un atelier menuiserie avec la fabrication de mobilier bois. Donc que ce soit mobilier de jardin, composteur, toilettes sèches, parce qu'on a aussi, Géomie, on a aussi une activité de location et de fabrication de toilettes sèches historiques. Donc on intervient sur des festivals, tout type de fêtes sur cette activité-là. Et aussi de transformation de plus créative aussi de nos gisements, avec le développement d'un atelier aussi autour de ce qu'on appelle l'upcycling, le surcyclage, avec une personne qui développerait un atelier sur la fabrication de luminaires, tapisserie de sièges et revalorisation de mobilier sur commande. À côté de ça, on a aussi un développement d'un atelier autour du cycle. Donc là, on a lancé un atelier d'auto-réparation et de réparation des cycles pour les particuliers, qui est en train de se mettre en œuvre et qu'on aspire à développer sur notre territoire pour favoriser la pratique du cycle et pouvoir aussi valoriser tous les cycles qu'on peut récupérer et pouvoir aussi faire la réparation sur commande, et avec des projets aussi sur de l'animation, toujours ce volet éducation à l'environnement, animation, prévention, sur la pratique du cycle. Et après, aussi sur tout ce qui est développement d'un atelier autour des D3E, avec le recrutement d'un encadrant technique spécifiquement sur cette activité-là, qui va permettre de pouvoir capter un gisement plus important de D3E et surtout de pouvoir le réparer. Et dans toutes ces activités, on garde toujours cette idée de mener aussi au travers au-delà de l'activité purement économique on va dire qui fait vivre la structure de production, de aussi garder le volet prévention, sensibilisation, éducation, en menant systématiquement autour de chaque activité des ateliers pour sensibilisant, à apprendre les gens à réparer par eux-mêmes, à gagner en autonomie. C'est vraiment ce qui nous nourrit, vraiment le volet prévention, qui est pour nous le premier mode de traitement qu'on doit mettre en œuvre, et le garder toujours en tête, que ça reste ça aussi notre mission première, au-delà du réemploi. Donc on est sur nous 15 salariés actuellement.
dont 6 permanents. L'objectif est de passer à une dizaine de permanents et une vingtaine de personnes en insertion à terme. Voilà, pour un équivalent de 15 ETP. Voilà, je ne sais pas, j'ai fait un peu court, mais je ne sais pas si je vais laisser la place aux questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Pas pour l'instant, mais du coup, j'en profite pour en poser Oui. une, moi. Est-ce qu'il y a eu des moments de changement d'échelle, de bascule qui ont été identifiés et à quel moment, du coup, comment est-ce que vous avez pu passer ces pas-là ou pas? Comment ça a pu fonctionner sur les Alors, moments de transition? effectivement, nous, là, comme je l'ai dit au début de mon intervention, nous, on était sur un développement assez linéaire et très progressif, hein. Voilà, en 15 ans, on est passé de 3 à 15 salariés avec au moins une progression assez lente, hein, finalement. Voilà, développement. Et là, effectivement, là, on est actuellement sur un point de bascule et le point de ce qui a fait vraiment ce point de bascule, et c'est ce qu'on recherchait depuis 15 ans, qu'on n'arrivait pas voilà, à gagner, c'était le soutien de la collectivité, en fait, parce que, comme on dit, qu'on arrivait, nous, on crée l'association en 2006, et jusqu'à récemment, le réemploi n'était pas forcément quelque chose qui était compris ou porteur pour les collectivités. Ils ne voyaient pas l'intérêt de soutenir ce type de projet, ils ne voyaient pas l'intérêt pour leur territoire. Et voilà, c'est à force de travail et puis voilà, de convaincre par l'impact de notre activité sur le territoire, par le soutien des usagers aussi, qui a fait basculer la collectivité, qui s'est dit, bah oui, on va mettre les moyens sur ce projet. C'est un projet de développement prioritaire pour notre territoire. Il y a un intérêt, on va mettre des moyens, on va apporter ce qui fait frein, nous, qui était notre principal frein, c'était le foncier, en fait, parce qu'on avait besoin d'un outil de travail qui nous permet notre développement et qui était vraiment ce qui nous faisait frein jusqu'à présent. Donc là, voilà, la collectivité a dit, bon, on va travailler avec vous à lever ce frein-là. Donc, parce qu'eux, ils ont voilà, aussi accès à des financements sur lesquels nous, on peut pas prétendre pour justement pour financer un outil, un investissement aussi lourd immobilier. Parce que là, du coup, là, le bâtiment en question, on est sur un investissement à un peu plus d'1 million d'euros. Voilà, nous, on n'était pas du tout en capacité de porter un projet comme ça. Donc, la collectivité, elle, a pu voilà, porter cet investissement. Donc, bon, le contexte a fait que le projet a été retardé, mais voilà, c'est un peu ce qui a fait le levier. Puis après, voilà, on a aussi quand même un soutien au réemploi actuellement, on va dire, au niveau politique publique, qui est quand même assez, voilà, assez fort, hein. Du coup, depuis 15 ans, moi, je suis dans le domaine et voilà, qui accompagne des porteurs de projets aussi. Voilà, c'est vrai qu'on a un soutien, un accompagnement qui est fort et qui permet vraiment de se projeter sur des projets ambitieux. Merci. On nous demande aussi comment est-ce que vous faites en termes de surface pour toutes les activités que vous avez, parce que forcément, plus on a d'activités, plus il faut de surface. Donc, comment est-ce que vous gérez tout ça? Et quel est le statut juridique des différentes activités? Alors, nous, on est statut associatif. On est en entreprise d'insertion depuis, comme j'ai dit, l'année dernière. Mais jusqu'à présent, on était association loi 1901 qui fonctionnait avec des emplois pérennes et des contrats aidés. Et pour la surface, ben, c'est compliqué parce qu'on manque de surface. Du coup, on est dispersé sur plusieurs sites. Donc, c'est bien ça l'idée aussi d'être allé faire appel à la collectivité. C'est qu'en plus, on est en milieu rural, donc des bâtiments, on va dire, industriels ou des bâtiments qui correspondent à notre besoin ne sont pas très fréquents et peu nombreux. Donc voilà, donc effectivement, là, l'objectif, nous, c'est de pouvoir recentrer et de aussi gagner en efficacité en étant moins dispersé sur plusieurs sites, parce que là, on est sur 4 sites différents. Et voilà, et on manque toujours de place et on a toujours la recherche de nouveaux sites pour permettre nos projets de développement, notamment là avec les matériaux de construction, où là, on est vraiment sur des besoins en surface qui sont assez importants, puisque voilà, on est vraiment sur des gisements beaucoup plus gros et des objets beaucoup plus volumineux. Et voilà, puis aussi sur les ateliers dont on va avoir besoin, ça c'est sûr, même là, on va avoir un bâtiment de 1300 mètres carrés, et avant même d'emménager dedans, on sait déjà qu'on va rapidement être à l'étroit. Merci. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions.
Alors, je ne sais pas si vous la voyez, la oui, question de Joseph Delcourt. Oui. sur le sourcing des matériaux. Alors, effectivement, on est en lien avec des entreprises de démolition qui, eux, sont en recherche voilà, d'exutoires pour... faut savoir qu'il y a des évolutions législatives dans le secteur du bâtiment. Les entreprises ont des obligations de réemploi. Donc, ils sont en recherche de partenaires pour trouver des exutoires sur les chantiers de démolition à une partie des matériaux. Donc, on est en lien avec ces entreprises-là. Notamment, on est en lien avec des grosses entreprises comme Vinci qui, eux aussi, cherchent des partenaires opérationnels. On est en lien aussi avec des collectivités locales qui aussi veulent mettre en place des opérations. Voilà, donc on a eu l'occasion de faire aussi des chantiers de déconstruction pour des mairies de notre territoire où là, on a complètement pris en charge la totalité du chantier de démolition où on a sous-traité des entreprises de démolition le gros œuvre, mais on a pris en charge, nous, la déconstruction lente du bâtiment. Donc, c'était des petits bâtiments. Donc là, on est sollicité sur des constructions ou démolitions d'immeubles où là, nous, on intervient plutôt sur du peignage de bâtiments. C'est-à-dire qu'on va passer dans le bâtiment et démonter ce qu'il y a à démonter avant. Ou alors, eux le font en propre et nous appellent juste pour venir collecter les matériaux. Ensuite, après, sinon, on travaille aussi en lien avec des architectes qui, eux, du coup, on essaye de brosser le maximum d'acteurs pour pouvoir avoir accès à ce gisement-là. Et donc, avec des collectivités type les offices HLM et les communautés de communes qui peuvent avoir aussi des services de bâtiments qui, du coup, peuvent nous solliciter pour récupérer des matériaux dans le cadre des chantiers qu'ils peuvent avoir. Alors, je vais devoir excuser la troisième personne qui devait intervenir ce matin, à savoir Séverine Bellec, qui est directrice de la collecterie à Montreuil, qui est une collecterie qui avait une particularité. Donc, on l'avait invitée pour qu'elle présente un petit peu leur travail en termes d'upcycling au sein de leur structure. Et aussi parce que ils avaient fait le choix de créer une boutique d'objets et de vêtements vintage en centre-ville, dans un quartier un petit peu chic de Montreuil, tout en gardant leur activité principale un petit peu à l'extérieur de la ville, dans un endroit qui nécessitait plus d'espace. Et c'était sur ce double positionnement, à la fois la boutique destinée à une clientèle un petit peu plus huppée que la clientèle de la ressourcerie initiale, et le fait qu'ils aient développé de nouvelles compétences, notamment en tapisserie, en ébénisterie, sur le réemploi et la réparation de meubles, et même l'upcycling d'un certain nombre d'objets, qu'on avait souhaité la solliciter. Malheureusement, elle a eu un empêchement de dernière minute. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser le loisir d'aller découvrir leur site internet pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire à la collecterie à Montreuil. Et puis, si jamais un jour vous passez par Montreuil, n'hésitez pas à aller la visiter. Mais malheureusement, c'est tout ce que je pourrais vous dire pour le moment, puisque Séverine était censée faire la présentation. Donc, on va passer à la dernière partie de ce webinaire avec Prisca et Perrine. Est-ce que vous revoyez bien mon écran? Je suppose que oui. Ouais, super. Oui. Donc, on va passer un petit peu plus tôt que prévu à la conclusion. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on avait fait ce webinaire-là avec Prisca et Perrine? Ils s'intègrent, comme on vous l'avait dit au départ, dans la communauté Monter et faire vivre un projet 3R. Donc, dans le cadre du PRAEC, le plan d'action régional pour l'économie circulaire, dont on vous a redit 2 mots en introduction, mais que je pense que vous commencez à bien connaître désormais, un certain nombre de groupes de travail ont été créés
Le site internet Cyclope a été créé, qui se veut être à la fois un centre de ressources, mais aussi un lieu de partage et d'échange pour tous les acteurs de l'économie circulaire en Occitanie. Et du coup, un certain nombre de communautés ont été créées, et sur les 3 R, il y en avait 2, connaître et faire connaître les 3 R, et la deuxième, monter et faire vivre un projet 3 R. Donc, pour engager les travaux sur cette communauté sur les 3 R, il y a un peu plus d'un an de cela, en mai 2020, on avait organisé avec la région et l'ADEME une première réunion pour présenter un petit peu la démarche et surtout une enquête sur vos différents besoins. De quoi est-ce que vous avez besoin en tant qu'acteur de 3R, notamment les questions dans le montage et la vie d'un projet, de quoi auriez-vous besoin, et afin de stabiliser et de pérenniser votre modèle économique de structure, de quoi auriez-vous besoin. Donc, je vais juste refaire un petit récap de l'enquête qui avait été faite à l'époque. Sur la question dans le montage ou de la vie de votre projet, de quoi auriez-vous besoin? Sur un certain nombre de réponses prédéfinies, nous avions reçu les réponses suivantes. Donc, un certain nombre de réponses positives sur former et professionnaliser les équipes, identifier les espaces et locaux adaptés, être mis en relation avec les collectivités, être mis en relation avec des acteurs portant des projets similaires, être accompagné dans le montage du projet, avoir des interlocuteurs identifiés pour vos questions techniques. Donc, je vous le renverrai, mais voici en gros ce qui avait été répondu à l'époque. Et pour la question sur la stabilisation et la pérennisation des modèles économiques de vos structures, ce qui était retenu majoritairement, c'était connaître les bonnes pratiques de modèles économiques pérennes, développer de nouvelles activités et activités connexes, améliorer la collecte et la récupération dans les déchetteries, être mis en relation avec des acteurs qui portent ou ont mené des projets similaires que les vôtres sur la partie développement, être accompagné encore une fois sur le montage de projets, ou mieux identifier les aides financières possibles. Donc ça, c'est le résultat de l'enquête qui a été menée l'année dernière et dont on a publié les résultats il y a exactement un an, puisque c'était le 30 juin dernier. Donc, le temps est maintenant venu de faire un petit bilan de ce qui a été fait depuis un an sur ces 2 communautés, la communauté connaître et faire 3R, et faire connaître, pardon, les 3R, et la communauté monter et faire vivre un projet 3R. Donc, Priska, je te repasse la parole pour que tu nous fasses ce petit bilan. Merci. Donc, dans le cadre de la communauté connaître et faire connaître les 3R, donc, il y a plusieurs actions ont été déjà réalisées, donc on les voit en bleu sur la diapositive. Donc, c'est être mis en relation avec des collectivités. Une des thématiques prioritaires qui a été choisie de travailler, c'était sur les collectivités. Donc, les travaux sont en cours et on a d'ailleurs un groupe de travail la semaine prochaine sur le sujet. Également sur la mise en relation avec des acteurs ayant des projets similaires, ça au travers de webinaires et des témoignages d'autres structures, qui ont permis de faire des liens entre les acteurs, ainsi que sur la mise en relation avec donc, des acteurs qui portent ou ont mené des projets similaires. Donc là, on retrouve aussi le sujet de mettre en relation, sachant que sur la période, ça a été malheureusement essentiellement en distanciel. Sur la communauté monter et faire vivre un projet 3R, donc on a pu travailler sur l'accompagnement, sur le montage de projets lors du premier webinaire, identifier les aides financières possibles, personnel et équipement également lors du premier webinaire, et puis les bonnes pratiques de modèles économiques pérennes, ça aussi au travers des expériences qui ont été présentées et des témoignages qui ont été apportés. D'autres sujets n'ont pas encore été abordés, notamment au sujet de la formation et de la professionnalisation des équipes, l'identification des espaces et des locaux adaptés pour les activités 3R, la recherche d'interlocuteurs identifiés pour les questions techniques, l'amélioration de la collecte et de la récupération dans les déchetteries, ainsi que le développement de nouvelles activités, l'activité connexe. C'est des sujets qui n'ont aujourd'hui pas encore été abordés et on voulait voir avec vous comment est-ce que vous souhaitiez qu'on aborde ces sujets.
comment est-ce qu'on fait pour les aborder? Est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il faut revenir sur des sujets que nous avons déjà abordés pour les approfondir ou est-ce qu'on passe à d'autres questions? Donc, nous, on est vraiment là pour répondre aux besoins des acteurs. Donc, on veut vraiment faire en fonction de ce dont vous avez besoin, vous. Donc, on profite du coup d'avoir un peu plus de temps aujourd'hui pour vous poser la question de qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voudriez qu'on prolonge comme action et éventuellement sous quel format. Donc là, n'hésitez pas à ouvrir vos micros pour prendre la parole, pour nous dire ce que vous pensez faire. On avait imaginé au préalable donc lancer la question et puis faire ça un peu de manière dématérialisée au travers d'un questionnaire, mais là, on profite du coup du temps qui nous reste pour vous poser la question en live, ce qui n'empêchera pas qu'on fasse éventuellement un complément pour les gens qui ne sont pas présents aujourd'hui. Je vous remets du coup la slide avec les différentes actions possibles et ce qui est en noir, ce qui n'a pas encore été traité, ce qui est en couleur, ce qui a déjà été traité, mais comme le précisait Prisca, qui pourrait peut-être être approfondi. Donc, du coup, nous, on propose ces formats-là, mais c'est à vous de nous identifier vos besoins pour qu'on puisse y répondre au mieux. Bérangère, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez? Oui? Voilà, donc moi, il y a quelque chose qui m'interroge dans ce travail, dans cette démarche que je trouve extrêmement intéressante et merci beaucoup à vous d'avoir mis ça en place. Il y a la question de former et professionnaliser les équipes en interne de nos structures et notamment par un dispositif AFEST, c'est-à-dire vraiment une mise en situation interne d'apprentissage et notamment quand on est dans un développement de projet. Pour prendre un exemple concret, Valoris est dans un mouvement de développement de projet sur son atelier bois-métal. Et donc, elle est dans un projet d'investissement avec l'acquisition future de machines-outils, mais aussi sur un aspect qui nous importe beaucoup, c'est le dessin design. Et donc, on est en recherche déjà pas vraiment d'un encadrant, mais on pensait sur un format de civique pour accompagner justement nos personnes, enfin nos salariés sur ce module-là, parce que c'est extrêmement important. Et donc, de trouver la bonne personne qui va venir former par petits temps répétés tout au long du développement du projet. Et sur cet aspect-là, je dois dire que je perds beaucoup de temps en ce moment, mais quand je dis ça, ce n'est pas du tout négatif, mais pour trouver le bon format. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une question pertinente pour l'ensemble des autres acteurs du territoire ou si déjà il y aurait déjà des réponses déjà connues ou inconnues pour la plupart d'entre nous. Merci. Donc, votre besoin serait éventuellement qu'on puisse mutualiser des recherches d'intervenants et de formats pour ce type de formation de vos équipes. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense que sur sur l'approche design, c'est extrêmement important parce qu'on a besoin vraiment d'apprenants qui sont compétents, qui ont de l'expérience, parce que ça veut dire qu'il y aura à accompagner les salariés sur le dessin avec toute l'approche PAO, CAO, la maîtrise de la géométrie, le dessin technique industriel, voilà, tous ces aspects-là sont dans un avenir très proche extrêmement important pour pouvoir développer nos activités. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, merci. Si. Ah, bon, merci. Et plus globalement, c'est la question aussi de la recherche d'encadrant pour les structures comme la vôtre qui sont en insertion, de compétences très, très spécifiques sur, alors là, sur l'exemple du dessin design, mais aussi sur des nouveaux métiers, sur de l'upcycling, etc., qui sont encore un peu assez rares. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le dispositif AFEST peut permettre ça parce que c'est vraiment une immersion interne
mais bon, on a besoin comment dire, de le formaliser, ce dispositif, parce qu'il existe déjà ce dispositif pour plein d'autres choses. Mais là, c'est vraiment, il serait spécifié. Je crois que à la région de mémoire, il y a déjà le CORAS qui connaît bien le dispositif, mais il y a aussi, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, l'ANAC ou l'ARACT sont des Association régionale pour la région des conditions de travail. Ah, voilà. Tout à fait. Donc l'ARACT en ce qui concerne la région Occitanie et l'ANACT au niveau national. Voilà, et donc je pense qu'ils connaissent déjà un peu me semble-t-il, le dispositif AFES, mais il faudrait pouvoir le développer suivant nos besoins. Ok. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions sur cette proposition? Est-ce que d'autres structures ont des besoins aussi de travailler sur du sourcing, on va dire, du coup, d'intervenants et de formateurs sur les sujets techniques? Il y a Sabine et Carole de la ressourcerie du LES qui ont levé la main, donc vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, bonjour. Alors, nous aussi, c'est un petit peu sur le côté formation, quoique non en même temps, mais c'est quand même dans l'idée. Je m'explique, nous, on est en train de monter le projet. On ne sera pas en atelier d'insertion ni en chantier d'insertion, on vise plutôt l'emploi pérenne. Cela dit, dans cet aspect formation, sensibilisation, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la mise en réseau au niveau très local, en fait, des différents partenaires ou partenariats que l'on pourrait créer. Alors nous, ce qu'on avait envisagé plutôt pour former en interne, on va dire, c'était plutôt de voir avec, par exemple, la menuiserie collaborative sur Montpellier, puisqu'on est dans la zone de Montpellier, des Fab Labs, etc., des artisans très locaux qui interviennent déjà dans d'autres ressourceries. Et il nous semble que ça pourrait être pertinent, vraiment, d'essayer de travailler sur ces échanges de compétences. On est déjà allé dans ce sens avec, par exemple, la recyclerie d'Anduze, qui a un ferronnier qui intervient chez eux faire des formations. Et on se disait, si nous, on a un verrier, est-ce que nous, on se cantonne à la verrerie et vous à la ferronnerie, ou est-ce qu'on ne peut pas intervertir sur des journées et mutualiser en fait ces échanges de compétences très localement, mais via des acteurs locaux. Du coup, on n'est plus vraiment sur la formation des personnels, mais sur la multiplicité des partenariats en interne plutôt. Et voilà. Et ça, vous pensez qu'il faut éventuellement qu'on le développe et qu'on mette à disposition de tout le monde, qu'on présente les compétences de chacun? Ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux travailler en local avec les gens qu'on connaît? Alors, je pense que, je ne sais pas, peut-être dans l'idée peut-être d'une plateforme de personnes qui pourraient être intéressées. C'est vrai qu'on peut toujours aller dans le démarchage personnel des acteurs dont on a entendu parler, mais bon, des fois on fait chou blanc alors qu'il y en a qui sont très intéressés, qu'on n'arrive pas forcément à toucher non plus. Est-ce que peut-être une plateforme de mise en relation physique ou pas physique, je ne sais pas. Pour l'instant, on fait du porte-à-porte, très clairement. Des fois, ça marche, des fois, ça marche moins bien. Mais par contre, c'est vrai que la plupart du temps, les gens sont plutôt assez réceptifs, mais on a l'impression que ça manque un petit peu je ne sais pas comment dire, d'aide pour que la mayonnaise prenne bien. Et que c'est très dommage parce qu'en fait, il y a une multitude de choses en local qui se font, qui ne sont pas forcément connues, et pourtant qui œuvrent dans le même sens et qui auraient mérite à travailler ensemble pour éviter de tous se perdre en énergie, à multiplier tous les mêmes choses et d'essayer de multiplier les énergies et démultiplier en s'associant. Voilà, je rêve peut-être un petit peu, mais en tout cas, à chaque fois qu'on a eu cette démarche et qu'on a réussi à toper à la porte et à échanger avec des gens, tout le monde a été très positif. Et on se demande, mais zut, mais pourquoi il n'y a pas quelque chose qui coordonne ça derrière? Pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin? Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une volonté de plein de monde. En ce qui concerne votre question, du coup, sur les partenariats que vous recherchez, vous citez pas mal de structures de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que, du coup, vous cantonnez votre recherche à ça, ou alors, au contraire, est-ce que vous avez plus dans l'idée d'élargir et d'aller chercher des compétences techniques ailleurs, mais que, comme pour le moment, c'est ces structures-là que vous identifiez, c'est vers elles que vous vous tournez?
Ou alors, est-ce qu'il y a un souhait, au contraire, de rester dans une démarche de ressourcerie, recyclerie voilà. Alors, l'idée est de rester dans la démarche de ressourcerie, recyclerie, ce qui n'empêche pas d'ouvrir à tous, parce que en allant toper à l'école d'architecte ou en allant toper à l'école d'ingénieur, pour les écoles, parce que c'est vrai que nous, au niveau des facs, on est dans ce secteur-là aussi au niveau de Montpellier, mais aussi les artisans locaux qui ne sont pas dans l'ESS, mais qui ont besoin de travail, mettre en avant la réparation, mettre en avant le travail artisanal, et aussi, il me semble, dans la philosophie du réemploi. Au moins d'une part, et du coup, non, surtout pas se cantonner, enfin, surtout pas. C'est pas la volonté de se cantonner à l'ESS. C'est vrai que comme on est porteur de projet et qu'on est dans ces réseaux-là, c'est plus facile pour nous parce qu'on a plus facilement contact avec ces projets-là, mais c'est pas une volonté, en tout cas, de notre part, de nous y cantonner, pas du tout. Est-ce qu'on peut du coup imaginer, pour répondre à ce besoin, avoir un outil qui permet de mettre en visibilité les compétences que les uns et les autres pourraient mettre à disposition de la communauté d'acteurs, à la fois au niveau des compétences techniques et à la fois sur un territoire donné? Tout à fait, oui, je pense que c'est tout à fait ça. Est-ce que les outils de la région, tels que le Hub Entreprendre ou bien la plateforme Cyclope, ne pourraient pas déjà répondre à ces éléments-là, enfin, si on l'encourageait plus à le développer? Alors, je pense que oui, effectivement, ça participe en grande partie. Cela dit, c'est restrictif au monde de l'ESS, si j'ose dire, et que des artisans locaux ne vont pas forcément faire la démarche d'aller là-dessus parce qu'ils ne le connaissent pas forcément. Et après, mais c'est tout un travail de communication, comme on en parlait dans le faire connaître les 3 R aux collectivités. Hein, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand on est dans le nez dedans, on sait ce qui se passe dans notre milieu. Les autres qui ne sont pas forcément le nez dans le guidon ont moins de visibilité sur ce qu'il y a et moins d'échanges du coup. Ça reste quand même un petit peu perméable, il me semble. Imperméable plutôt. Du coup, voilà. Mais c'est déjà très bien qu'il y ait ces plateformes-là. Je n'ai pas la sensation que ça attire beaucoup pour autant les publics externes comme certaines écoles, comme des artisans et des professionnels qui pourraient tout à fait être intéressés par la démarche. Je vois que Denis Audouin a levé la main et peut-être qu'il aura un complément de réponse à vous donner. Oui, disons que sur un réseau de l'ESS, on a, d'ailleurs plusieurs l'ont fait, on monte des groupes sur LinkedIn en référence à nos compétences. C'est là où on trouve de la transversalité par rapport aux entreprises qui sont beaucoup plus conventionnelles et qui travaillent avec des réseaux nationaux ou internationaux. Dans ce cadre-là, notamment par exemple sur le réseau Resilience, beaucoup plus que Facebook, on a beaucoup plus de retours sur LinkedIn que sur les autres réseaux. Après, Up Entreprise, enfin, c'est aussi un bon réseau, quoi. Il n'y a pas que des réseaux, c'est plus ouvert que les autres plateformes uniquement dédiées à l'ESS. Alors, pour la petite histoire, donc Cyclope, c'est ouvert normalement à l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire en région. Et au début, on avait un peu souhaité avoir sur l'annuaire des membres des sortes de badges pour indiquer les compétences des uns et des autres pour qu'on puisse contacter les personnes en fonction de besoin de partage d'informations sur les compétences-là. Mais ça n'a pas encore été développé. Je ne sais pas si ça marchera un jour, parce que vu que c'est une plateforme partagée avec d'autres territoires, c'était une idée qu'on avait à l'origine. À voir, peut-être ça peut être un sujet de discussion, de savoir quel outil on pourrait promouvoir, sachant qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent déjà, donc on ne peut pas recréer quelque chose de nouveau, mais de faire en sorte qu'on puisse utiliser ce qui existe pour développer répondre à ces nouveaux besoins, peut-être. Au niveau des autres sujets, sur la question des espaces et des locaux, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut traiter au niveau régional ou est-ce qu'il vaut mieux que ça se passe au niveau local, par exemple? Il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'attentes par rapport à la question d'interlocuteurs sur les questions techniques. Alors, c'est vrai que c'est assez flou, les questions techniques. Et donc, est-ce que vous avez des précisions sur ce besoin-là? Est-ce que des gens peuvent nous dire ce qu'ils entendaient par là, éventuellement? Moi, je suis Anna Potard, je travaille pour le projet Macondo. Donc, on est un tiers-lieu qui porte sur la transition écologique et les bases technologies
On est donc à grande proximité de Montpellier, mais quand même sur le territoire du Pays Cœur d'Hérault et de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, puisqu'on est sur la commune de Montarnot. On a entamé tout juste là un projet de chantier de réemploi. Donc, on travaille sur ces sujets-là et on a pour objectif d'aménager des espaces de production pour des acteurs engagés qui travaillent sur la transition écologique. Une des questions fondamentales qui a déjà été abordée, hein, mais peut-être qu'il faudrait encore pousser, porte sur, on va dire, le volet technique, mais je dirais plutôt tout ce qui va concerner les bureaux de contrôle, le volet assurantiel, etc., sur lesquels tout n'est pas clair. Je pense que ces acteurs-là ont besoin d'être sensibilisés. Alors, est-ce que c'est par l'intermédiaire de ce groupe ou est-ce que ça peut être aussi des démarches qui peuvent être uniquement, on va dire, commanditées par les collectivités territoriales qui peuvent être peut-être plus légitimes. Je ne sais pas, hein, je pose les choses, je n'ai pas d'idée précise sur les réponses, mais c'est vrai que c'est des acteurs qui sont des acteurs clés derrière lesquels en fait découlent quand même des choses hyper structurantes, un engagement des artisans qui peut aussi être les bloquer tout simplement, et puis en termes du coup du fonctionnement des levées de fonds, etc., pour le moment c'est encore très frileux parce que tous ces acteurs que je viens de nommer n'ont pas encore suffisamment confiance, sont dans des logiques où ils ne souhaitent pas déroger au fonctionnement dont ils ont l'habitude, des process bien établis. Et donc, pour le moment, je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation à opérer et je ne sais pas à quel niveau elle doit se faire. Pour moi, elle doit se faire à un niveau presque institutionnel, bien sûr accompagné de retours d'expérience terrain, évidemment, mais là, c'est quand même un gros chantier. Et pour moi, c'est un des points de verrou avec tout ce qui a été cité, c'est-à-dire là, les sujets qu'il faudra évidemment discuter, c'est-à-dire un lieu en physique pour l'entreposage. Là, du coup, je suis plutôt sur le volet réemploi de matériaux de bâtiment. Oui, voilà, j'ai dit. Avant de passer la main à quelqu'un d'autre et peut-être vous donner des éléments de réponse, j'en profite pour remercier Arnaud et Fabrice qui sont venus intervenir aujourd'hui pour nous présenter leur projet sur leur territoire et leurs particularités. Merci beaucoup à vous deux. Et du coup, je continue. Je crois que Monsieur Bollès avait levé la main, donc allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro. Peut-être que vous pouvez écrire votre question dans le chat. Perrine et Prisca, pour les suites du coup à donner à ce temps, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme élément? Du coup, peut-être, merci Louise. Ce qu'on peut envisager, c'est déjà, on va revenir vers vous pour vous partager les présentations, la vidéo aussi de l'événement si vous voulez soit la partager, soit revoir des moments d'intervention. Et puis peut-être vous proposer une date à la rentrée pour justement travailler sur les sujets qui ont été évoqués et qui mériteraient du coup d'être creusés en séance et puis avec peut-être un peu de travail en amont. Donc, on peut peut-être se donner rendez-vous à la rentrée sur les différentes suggestions et on vous en remercie qui ont été proposées comme ça un peu à chaud suite au bilan et à la conclusion de cette première année de travail de cette communauté. Je remarque effectivement, on vous entend maintenant. Donc, si vous voulez compléter, je vous redonne la parole. Jean-Marc Bollès de la structure du Pétassou. En fait, nous, on vient d'être aidés par une foncière qui s'appelle Village Vivant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ils ont pour objet d'acheter, rénover et louer des locaux pour installer des activités qui ramènent la vie dans les villages et les campagnes. Et donc, ils vont acheter un local qu'ils vont ensuite nous louer, chose que nous n'aurions pas pu faire, nous, en tant que structure de l'ESS, vu notre fonctionnement. Ok, donc oui, ça fait partie des éléments dont on peut discuter aussi. Sur le volet lien avec les collectivités, puisque du coup, sur le sujet du foncier, c'est vraiment une compétence
des EPCI. Donc, du coup, ça peut peut-être trouver une place dans ce cadre-là. OK. Sabine et Carole, vous avez votre main levée. Est-ce que ça date d'avant ou alors est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non, oui, excusez-moi. Du coup, le témoignage précédent là, juste de Jean-Marc me fait penser qu'on avait vu avec Carole sur LinkedIn justement un territoire qui mettait à disposition, alors il me semble que c'était du côté de Marseille, mais je suis tout à fait sûre, qui mettait à disposition des créateurs de projets des locaux provisoires destinés à lancer les projets. Alors je m'explique, je ne suis peut-être pas très claire. Sur la première année, ils mettaient à disposition soit des boutiques, soit des locaux qui étaient de taille plus importante, qui permettaient de tester le dispositif sur une période d'1 an environ, de façon à d'aider les porteurs de projets et de les aider à se lancer, sachant que la plupart des projets, enfin, malheureusement, beaucoup de projets ne peuvent pas voir le jour, faute de locaux. Mais sans locaux, on ne peut pas prouver que ça marche. Et si on ne peut pas prouver que ça marche, on n'a pas d'investisseurs. C'est un petit peu le cercle qui est problématique au lancement du projet. Et du coup, voilà, c'était pas pour rebondir par rapport à ça. Est-ce que au niveau de la région, l'ADEME ou autre, vous pourriez avoir accès à ce genre de dispositif ou est-ce que c'est envisagé? Il y a des choses qui existent. Par exemple, il y a la pépinière Réalise qui existe, mais qui n'est pas forcément non plus lieu pour avoir des boutiques. Donc, c'est des choses qui se répondent au cas par cas en fonction des projets. Donc, il y a des pépinières qui existent, il y a des incubateurs qui existent. Donc, par contre, c'est vrai que des lieux avec des boutiques, ce n'est pas forcément très courant par chez nous. Il me semblait que le PTCE, les ateliers à Castres, proposaient la mise à disposition de locaux, puisqu'ils en avaient, en tout cas pendant un temps, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais sur ce genre de projet, alors effectivement, ça peut être un élément dont on peut discuter, mais on est sur des problématiques qui sont très très locales, puisque la mise à disposition de locaux, encore une fois, ça va se faire plus au niveau de l'agglomération, de la métropole ou de la communauté de communes. Et puis, c'est vraiment un échelon très petit, puisque il existe ce genre de lieu à Montpellier, ça va peu intéresser les acteurs de l'Aveyron ou du Lot, par exemple. Donc, c'est une question qui est assez complexe. D'où les liens importants avec les collectivités. Complètement. Manuel, je vois que vous avez la main levée et ce sera peut-être notre dernière question compte tenu de l'heure qu'il est. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui, en fait, j'ai une question. On est en train de monter un projet sur Quillan dans la Haute-Vallée de l'Aude. Et j'ai une question par rapport à l'accès en général des projets qui ont pu être cités ici par rapport aux déchetteries. Est-ce qu'il y a un accès des recycleurs ou des ressourceries aux déchetteries, sachant que souvent les déchetteries sont en convention de longue date par rapport au comité de communes. Donc du coup, c'est des gros organismes comme Covaldem ou Suez qui gèrent. Et savoir s'il y avait des expériences passées sur des conventions qui ont pu être signées à ce sujet, c'est-à-dire de pouvoir accéder en tant qu'organisme associatif avant de la mise en benne, de pouvoir récupérer des gisements directement en déchetterie. Est-ce qu'il y a des choses à ce sujet? Ou est-ce que c'est une difficulté qui est assez reconnue, ou selon les régions, selon les endroits ou les particularités des territoires? Je crois qu'on fait encore le lien avec notre autre thématique sur connaître et faire connaître, avec le lien avec les collectivités. C'est vraiment un sujet qui est abordé. Effectivement, il y a beaucoup d'endroits où il y a des liens qui sont faits, des conventions qui sont passées avec les collectivités pour que différentes structures qui font du réemploi puissent capter les gisements avant qu'ils rentrent dans la déchetterie, par exemple. Donc ça, effectivement, il faut le voir au niveau local avec la collectivité responsable de la collecte sur votre territoire. C'est du cas par cas, quoi. Oui, tout à fait. Parce que c'est à l'échelle, c'est une compétence locale, enfin de PCI, pas une compétence régionale ou départementale. Très bien. Okay. Donc c'est aussi pour ça que ça a été un des premiers sujets qui a été approfondi sur vers qui faire connaître les 3R, c'est vers les collectivités, pour justement les encourager
à rejoindre cette démarche d'aller vers plus de 3R. Ouais. Donc, il y a un groupe de travail la semaine prochaine, si ça vous intéresse, sur le sujet, sur comment est-ce qu'on peut sensibiliser une collectivité à aller vers les 3R. Mais si je vais un tout petit peu plus loin, il y a juste un tout petit peu plus loin, c'est par exemple, la communauté de communes, elle a signé un contrat qui court sur 30 ans, donc par exemple là il va rester 20 ans, et elle est bloquée, c'est-à-dire qu'en fait elle ne peut rien faire dans le contrat, il est estimé. En fait c'est au bon vouloir en fait de l'organisme privé de bien vouloir laisser en fait des associations typiquement des associations civiles venir en fait prendre les gisements. Donc en fait la communauté de communes, moi ce qu'on m'a répondu c'est que il faut c'est pas gagné d'avance parce que les communautés communes, elles, seraient vraiment intéressées, les collectivités, pour baisser leur taux de tonnage parce qu'ils le payent. Mais d'un autre côté, c'est aussi un business, il faut dire comme c'est pour Cobaldem qui derrière c'est Suez. Donc moi, c'est par rapport à des organismes d'État comme la DME ou qui ont peut-être un peu plus de parole ou de volonté politique. Est-ce que derrière, il y a des choses qui sont faites donc, à un plus haut niveau avec des accords politiques, clairement, et business, sur en fait, des volontés des habitants du territoire de reprendre un peu la main sur la gestion de leurs déchets et de pouvoir en créer une richesse avec, puisque on voit bien que des organismes comme ça qui retraitent des déchets ont complètement compris, en signant ces contrats-là sur des trentaines d'années, qu'il y avait vraiment une revalorisation très importante des matériaux, surtout des matériaux, parce qu'ils ne font pas trop des objets, beaucoup des matériaux, qui a la possibilité en termes de métaux pour eux, ou de retraitement, ou de réutilisation pour tout ce qui est BTP. Par exemple, pour les pneus, ils en refont du bitume. Ils ont les filières, ils ont les machines, ils ont les moyens de pouvoir vraiment avoir une revalorisation des matériaux qui sont assez intéressantes, que nous, à notre échelle, en tant que citoyens, il est compliqué d'accéder. Mais voilà, est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus, à ce niveau-là? Parce qu'en fait, les collectivités locales, elles sont plus ou moins quand même bloquées par les conventions qu'ils ont signées il y a plus de 10 ans, des fois. Oui, c'est sûr que l'évolution sur le sujet a beaucoup évolué ces dernières années. Ça n'a pas forcément été pris en compte au départ. Sachez quand même qu'il y a des réflexions au niveau national, notamment pour rechercher des expérimentations pour qu'il y ait d'autres critères que le tonnage pour contribuer au prix pour les exploitants. Donc, sur des critères de performance qui encourageraient notamment tout ce qui est prévention, donc, bien entendu, le réemploi. Donc, ça se met en place doucement, mais c'est sûr que sur votre échelle de temps, ça n'apportera pas forcément la réponse tout de suite, quoi. Donc, okay. Merci. En tout cas, on voit que les questions sont quand même assez nombreuses, finalement, quand on commence à creuser un petit peu. Du coup, ce qu'on peut faire, alors déjà, puisqu'il y a quand même beaucoup de sujets qui concernent les liens avec les collectivités, si vous souhaitez rejoindre le groupe de travail qu'on a lancé au mois de mai et dont la prochaine session a lieu la semaine prochaine, Bérangère, je vois que, je ne sais pas si cette question-là est spécifique au groupe de travail sur les collectivités ou si c'est en général. Pour les collectivités, voilà, tout se passe sur Cyclope. Vous avez donc les communautés avec dessus l'agenda, des documents, notamment les diaporamas des anciens webinaires. Si vous n'avez pas pu y assister, vous avez les replays et les diaporamas qui sont dessus. Et puis, du coup, pour les personnes qui sont présentes, peut-être qu'on peut vous l'envoyer par mail, le lien de connexion pour la semaine prochaine, pour ceux qui sont intéressés. Prisca, j'ai mis dans le chat l'agenda Cyclope dans lequel il y a les coordonnées. Super. Sachant que la semaine prochaine, c'est vraiment un groupe de travail, l'idée de travailler sur, on va dire, un kit de communication en direction des collectivités pour que les acteurs d'un territoire puissent aller sensibiliser les acteurs, leurs collectivités, et donc qu'ils n'aient pas à faire toutes les recherches sur les informations, sur qu'est-ce que c'est que les 3R, sur toutes les définitions, sur toutes les références juridiques, et pour aussi préparer des exemples de réussite sur d'autres territoires. Donc, l'idée, c'est de mutualiser ça pour que tout le monde n'ait pas à le refaire. Et là, du coup, on ne sera pas du tout sur un mode webinaire descendant où on vous apportera de l'info, mais plus, au contraire, sur un mode très, très participatif et en plus petit comité sur comment est-ce qu'on peut faire ça et comment est-ce qu'on co-construit cet outil pour aborder et simplifier la communication avec les collectivités.
En ce qui concerne les autres groupes de travail, sur celui qu'on organisera à la rentrée, dont la date n'est pas encore fixée, là-dessus, on vous enverra un lien d'inscription de façon un peu plus collective. Le travail issu de la semaine prochaine sera-t-il ensuite disponible sur Cyclope? Oui, alors il ne sera pas enregistré, puisque ce sera un groupe de travail, ce sera une réunion. Mais en revanche, on pourra y mettre un compte-rendu sur la communauté sans problème. Et le livrable, l'idée d'avoir un livrable. Voilà, et le livrable, bien sûr, après, il sera mis à disposition de tout le monde, de toutes les structures présentes. 10h59, je pense qu'on va pouvoir mettre fin au temps de ce matin. Du coup, je vais remercier encore une fois, même s'ils sont déjà partis, Fabricio du Tricycle Enchanté et Arnaud de l'écocyclerie Trocanton. Beaucoup d'entre vous me demandent leurs coordonnées pour savoir s'ils peuvent les contacter. Je vais leur poser la question puisque je ne l'avais pas forcément prévu. Je comptais sur les temps d'échange pour que vous leur posiez leurs questions. Donc, je vais leur poser la question et je reviens vers vous individuellement pour ceux qui m'ont posé la question. Moi, de mon côté, je vous remercie tous d'avoir participé, écouté activement et surtout sur la dernière demi-heure, finalement, l'absence de notre dernière intervenante a permis un échange plus long. N'hésitez pas à contacter Agnès Aurière pour toutes les questions sur le DLA et sur les autres dispositifs du mouvement associatif. Prisca et Perrine, je vous laisse conclure. Oui, merci Louise. Et donc, merci à tous en effet pour votre participation. Donc, comme évoqué, on reviendra vers vous d'ici la rentrée pour vous partager les éléments et tout sera disponible sur Cyclope, donc tant la vidéo que le support. D'ici là, on reste également à votre disposition pour vos projets et pour échanger. On vous proposera du coup une date pour poursuivre les échanges à la rentrée et d'ici là, on vous souhaite un bel été. Merci. Difficile d'en dire plus. Merci, à bientôt et bonne été.